Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international qui restera aujourd'hui sur le dossier nigérien qui n'a pas fini de susciter la curiosité et les interrogations. La CEDEAO réunie hier à Abuja avait conclu son sommet par l'adoption de plusieurs résolutions prônant toute la voie diplomatique et en dépit des sanctions annoncées contre les membres du Conseil national de sauvegarde du pays nigérien et le gel de leurs avoirs. Alors, à peine quelques heures écoulées après l'annonce, la CEDEAO a fait volte-face et déclare qu'une attaque contre le Niger a été décidée par les États membres de cette même communauté. Que s'est-il passé? Pourquoi ce sursaut? Et qui a actionné le moteur de l'intervention? Voilà en tous les cas des questions qui méritent d'être posées vu les contradictions plutôt de la CEDEAO, voire même parfois l'indécision dont fait preuve aujourd'hui la CEDEAO. Le débat est lancé. Alors, pour en parler ce soir, nous recevons respectivement Majid Nerma, directeur d'Afrique-Asie, en direct de Paris via Skype. Monsieur Majid Nerma, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et Qassimi Hassan, spécialiste de questions internationales et des géopolitiques, il est avec nous donc par téléphone. Monsieur Qassimi Hassan, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, mes respects. Merci. Alors, pour commencer, les États d'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO ont ordonné ce jeudi, c'est-à-dire hier exactement, le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Ils n'ont toutefois pas précisé les effectifs que pouvait mobiliser ou qui pourraient mobiliser cette intervention. Comment on explique, Monsieur Qassimi, ce revirement subi de situation et qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de moins de 2 heures pour que l'option militaire soit une évidence? Vous savez ce qui se passe un peu au niveau de la CEDEAO. Il y a eu tout au début des mesures qui ont été prises assez précipitées et qui n'ont pas tenu compte des conséquences d'une éventuelle intervention militaire au Niger. Donc il y a eu d'abord des réactions politiques, des réactions de la société civile. D'abord, au niveau du Nigeria, vous devez savoir que 7 États du nord du Nigeria se sont opposés à une décision politique du président de la République nigériane d'intervenir au Niger. Donc, le Parlement du Nigeria n'a pas autorisé le président nigérian à intervenir au niveau du Niger. Il y a également un autre pays dans lequel nous avons un président qui est fortement engagé pour une intervention militaire, c'est le Sénégal, mais son Parlement s'oppose à une telle option. Donc il y a là, bien sûr, cette éventualité qui s'est posée dès le début de manière précipitée, et on se demande maintenant quels étaient un peu ce qui se cachait derrière une telle décision aussi rapide, aussi précipitée. Et là, on pourra peut-être l'expliquer tout à l'heure. Maintenant, pour l'intervention militaire en elle-même, il faudrait qu'on se pose des questions. Maintenant, pour que la CEDEAO puisse intervenir, il faut un certain nombre de conditions pour qu'elle soit justement, est-ce que cette intervention est légale, M. Qassimi? Vous devez savoir qu'en matière de maintien de paix et de sécurité, les organismes régionaux sont placés sous l'autorité du Conseil de sécurité. Et là, rien ne peut se faire sans une décision du Conseil de sécurité. Nous avons bien sûr des cas où la CEDEAO est intervenue et il y a eu qui a été revêtue d'une décision du Conseil de sécurité. Je pourrais vous donner l'exemple de quelques interventions militaires de la CEDEAO. Il y a eu l'intervention en Gambie de la CEDEAO, il y a eu la résolution 2337. Et là, c'est une mesure qui a été adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité. Il y a eu un deuxième dossier, c'est celui du Sierra Leone. Et là, la CEDEAO n'a pas eu l'autorisation du Conseil de sécurité pour intervenir. Et l'intervention de la CEDEAO dans ce pays a été jugée comme étant illégale. On a eu d'autres interventions militaires que nous pouvons citer rapidement. La Guinée-Bissau,
Il n'y a pas, le Conseil de sécurité n'a pas pris de résolution d'intervention militaire, mais uniquement des décisions sanctionnant les auteurs du putsch et du coup d'État. Et les forces de la CEDEAO se sont redéployées dans ce pays uniquement pour protéger certaines personnalités politiques. Donc il n'y a pas eu d'intervention militaire. Oui. Au Libéria également, le Conseil de sécurité n'a pas autorisé une intervention militaire en 2015. Et il y a eu uniquement une mission des Nations Unies suite à des accords de cessez-le-feu. Donc vous devez savoir, et là nous avons des preuves matérielles, que toute intervention militaire décidée par un organisme régional doit être revêtue de la légalité internationale, d'une décision du Conseil de sécurité. Et là je vais vous dire que l'article 53 de la Charte des Nations Unies donc exige expressément une autorisation du Conseil de sécurité pour l'utilisation de mesures coercitives par des organismes régionaux. C'est le cas de la CEDEAO. Donc la CEDEAO doit absolument avoir une autorisation préalable du Conseil de sécurité pour intervenir en Niger. Ce n'est pas le cas. Donc toute intervention de ce genre serait considérée comme illégitime, illégale, et portant atteinte aux principes et fondements de la Charte des Nations Unies. Surtout que tous les opérations de maintien de paix sont régies par l'article 53, 42 et 41 de la Charte des Nations Unies. Bon, voilà à peu près de manière introductive sur la légalité sur le plan international d'une intervention régionale. Et je viens de vous expliquer que la décision de la CEDEAO n'est pas revêtue d'une décision du Conseil de sécurité. Donc, si elle se réalise, elle sera jugée et considérée comme étant illégale au regard du droit international. Très bien, Monsieur Qassimi. Monsieur Majid Narma, alors, vu que cette, je dirais, intervention militaire n'est pas justement sous la houlette ou la couverture du Conseil de sécurité, comment peut-on la considérer aujourd'hui? D'autant plus que Blinken avait dit que nous sommes avec les décisions de la CEDEAO. C'est un aveu aussi de reconnaissance, que la France est sortie de son mutisme relatif, je dirais, pour dire que nous sommes prêts à soutenir la force d'attente que va déployer la CEDEAO, c'est-à-dire autant de soutien aujourd'hui qui, quelque part, légalise un petit peu cette action. Qu'en pensez-vous, M. Majid Narma? Écoutez, d'abord, l'analyse de M. Qassimi est remarquable. C'est illégal. La charte de l'ONU interdit tout recours à la force, sauf s'il y a une rupture de la paix, ce qui n'est pas le cas au Niger. Et à ma connaissance, la CEDEAO n'est pas le gendarme de la région. Elle est essentiellement dans sa charte économique, c'est-à-dire c'est une force régionale pour l'intégration de la région. Elle n'est pas la police qui dit qui est démocrate, qui ne l'est pas. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas le premier coup d'État au Niger. Même ceux qui crient au loup et qui appellent à l'intervention, je parle par exemple du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, il faut rappeler que l'intervention de la CEDEAO et de la France en Côte d'Ivoire, c'était d'abord le Conseil de sécurité qui l'avait ordonné, mais aussi, on peut dire que l'actuel président, qui est loin d'être démocrate puisqu'il a été installé par les forces françaises, au prétexte que les élections présidentielles 2010 ont été en sa faveur, alors qu'il y avait une fraude monumentale. Il y avait aussi de la contestation. Il y avait de la contestation. Donc le rôle, c'est-à-dire la charte de l'ONU et le droit international, c'est le respect de la souveraineté des États. C'est au peuple de ces régions de régler leurs problèmes en interne et non pas par une force régionale qui est essentiellement économique et qui travaille au service des forces étrangères. Ce qui est malheureux à dire. C'est-à-dire, on se rappelle aussi comment la Ligue arabe et l'Union africaine en 2011 avaient soutenu l'intervention de l'OTAN en Libye, et on a vu le résultat.
Et à cela, j'ajouterai la position ferme et catégorique du président algérien Abdelmajid Tebboune a joué un rôle déterminant dans la tournure que nous voyons actuellement, parce qu'ils ont compris que l'Algérie, cette fois-ci, ne restera pas les bras croisés et qu'elle favorise tout en dénonçant le coup d'État, parce que ça c'est dans la charte de l'Union africaine, mais elle refuse toute intervention militaire dans des affaires internes d'un pays qui a rompu le processus démocratique, etc. D'ailleurs, l'actuel président, l'ancien président qui a été renversé, lui-même, c'est-à-dire on se rappelle que les élections, il y avait beaucoup de points d'interrogation autour de cette élection, il y avait beaucoup de fraude, et finalement, ce n'est pas aux pays étrangers de dire qui est démocrate, qui n'est pas démocrate, qui est constitutionnel. Il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est la démocratie. Voilà, c'est ça. On a vu quand même, chaque fois qu'on a voulu exporter, entre guillemets, la démocratie vers des pays étrangers, on a vu le résultat. On a vu ça en Libye d'abord, qui a provoqué une catastrophe géopolitique sans précédent dans toute la région du Sahel et dans le Maghreb, qui a transformé la mer Méditerranée en plus grand cimetière du monde. Des millions de réfugiés qui se noient à cause du chaos, à cause de l'insécurité que cette intervention dite démocratique avait provoqué. Donc maintenant, on recommence, mais heureusement que les pays de la CEDEAO sont très divisés. Il y a les deux aussi pays qui sont membres de la CEDEAO. Je peux parler de la Burkina Faso et du Mali, refusent catégoriquement toute intervention et se disent solidaires du Niger. Il y a aussi le Tchad, qui a une armée quand même assez aguerrie et qui a dit qu'il ne participerait pas à une éventuelle intervention. Donc, à mon avis, cette intervention, on ne voit maintenant, il n'y a que des menaces, que de la gesticulation, parce que aussi les États-Unis, il faut le dire, jusqu'à maintenant, n'ont pas adhéré à l'intervention militaire. Victoria Nuland, qui est une néoconservatrice et une va-t-en-guerre, on se rappelle son rôle dans le coup d'État ukrainien en 2014, elle a été très mal reçue au Niger. Elle n'a pas été reçue par le chef du Conseil. Voilà, et on lui a fait savoir que si une intervention a lieu, ce serait une résistance et que la base américaine serait démantelée. Il n'y a finalement, parmi les grandes puissances, que la France qui persiste dans son entêtement. On va y revenir à la France, M. Majid Nahma, donc on va y revenir justement. Bien que Anthony Blinken dit justement soutenir toute décision de la CEDEAO, une déclaration qui a été faite juste quelques minutes après justement cette prise de décision d'une intervention armée. Donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Qassimi Hassan, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si ces forces d'attente, comme on les appelle, pourraient intervenir, est-ce que techniquement, ces forces ont les moyens justement d'être sur le terrain? Avant de répondre à cette question, il faudrait répondre à une autre question. Alors là, je vous dirais qu'il y a eu une interprétation erronée et abusive de la charte de la CEDEAO. Donc, quels sont les articles qui autorisent la CEDEAO à intervenir militaire dans un État souverain de la CEDEAO? Donc, si on doit revenir à 3 articles très importants. Il y a brièvement, M. 3 et 4 qui fixent les buts et les objectifs et les principes de la CEDEAO. Donc, le seul principe que nous retrouvons dans ces 2 articles, c'est le règlement des conflits par voie pacifique. Donc, on ne trouve nullement la trace
de l'intervention militaire. Il y a un troisième article, c'est l'article 58, concernant la sécurité régionale au sein de l'espace de la CEDEAO. Et là, c'est le même principe que nous retrouvons, c'est le règlement des conflits par des voies pacifiques et diplomatiques. Et dans ce cas-là, bien sûr, quand il y a intervention militaire, elle ne peut intervenir que dans le cas d'un déploiement de forces de maintien de paix et d'interposition sous l'égide des Nations Unies. C'est clair et c'est net. Là, rien n'autorise la CEDEAO à organiser une opération militaire qui prend les formes d'une opération de conquête de territoire, d'ailleurs qui sur le terrain, sur le plan technique, sur le plan logistique, sur le plan matériel, est impossible à réaliser par les pays de la CEDEAO. Maintenant, quelles seraient les formes de cette intervention militaire de la CEDEAO? Donc, la CEDEAO, d'abord, le président de la CEDEAO, qui est le président du Nigeria, qui vient d'arriver nouvellement aux affaires, c'est un homme d'abord qui manque d'expérience et qui agit de manière, il est connu quand il était un peu gouverneur, qui agissait avec un caractère intempestif et de manière très très rapide. Donc quand on est président de la République et quand on est à la tête d'une institution aussi importante, il faut absolument que la raison, la sagesse l'emporte sur le reste des considérations. Maintenant, militairement, matériellement, techniquement, je pense qu'il y a derrière toute cette intervention une autre forme cachée d'intervention, et c'est l'intervention française qui est en train de se profiler, qui est en train de prendre forme. Et là, ça nous rappelle une autre intervention militaire, et là, je voudrais apporter une précision très importante. C'est l'intervention française Licorne en 2002, qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, sous l'égide, bien sûr, des Nations Unies. Mais là, il faudrait dire, et c'est très important, que la France a manipulé cette décision des Nations Unies qui avait pour objectif de mettre en place une interposition entre les belligérants et de mettre en place aussi toutes les conditions pour empêcher les deux parties de s'entretuer, les parties rattachées à Laurent Gbagbo et une deuxième partie militaire rattachée à Alassane Ouattara. La France est intervenue, elle a été partiale et elle a soutenu Alassane Ouattara au détriment de Laurent Gbagbo. Et elle a extirpé Laurent Gbagbo. Il faut le préciser que Laurent Gbagbo, sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel et ce n'est pas le cas de Alassane Ouattara qui a été imposé par la force Licorne comme président de la République en Côte d'Ivoire. Maintenant, je voudrais ajouter autre chose. C'est quelle est la forme de cette intervention militaire, de ce redéploiement militaire. D'abord, nous ne connaissons pas les contours. Les chefs d'état-major des armées de la CEDEAO vont se réunir bientôt pour essayer de mettre en place une feuille de route, la cartographie de l'intervention. Est-ce que il y aura une décision d'exclusion aérienne devant empêcher l'aviation de circuler dans l'espace aérien du Niger? Est-ce qu'il y aura l'intervention de l'infanterie? Donc, quelles sont les formes des interventions militaires qui se dérouleront sur le terrain? Donc, la CEDEAO vient d'ouvrir une véritable boîte à Pandore et on ne connaît pas comment ça va se terminer. Et là, croyez-moi, madame, que les dommages collatéraux seront incommensurables d'abord sur les pays de la CEDEAO qui vont se censurer, et je doute peut-être survivre à une telle situation, à une telle crise qui sera profonde, durable et que personne ne pourra arrêter. Comme cela s'est déroulé en Libye. Et là, croyez-moi, il y a derrière des forces occultes qui poussent vers le pourrissement de la situation. Très bien, Monsieur Qassimi. Vraiment, le temps passe très vite, donc on n'a pas l'occasion de poser toutes nos questions, en tous les cas, celles qu'on voudrait poser. Monsieur Majid Nama, est-ce que c'est normal aujourd'hui que le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, soit l'homme qui annonce justement cette intervention militaire, disons que j'ai donné les ordres à mes hommes pour se déployer éventuellement, et non pas le président de la CEDEAO, qui est également le président du Nigeria? Qu'en pensez-vous? Bien sûr, on baigne en pleine irrégularité. Vous voyez,
c'est parce que lui, il a pensé que, étant donné illégitime, il a été installé par les forces françaises en manipulant justement le mandat de l'ONU. Il pense qu'il peut. D'abord, il veut faire plaisir à son ancien protecteur, à la France qui l'a installé, mais il sait très bien qu'il n'a pas les moyens de ce qu'il annonce. D'abord, c'est pas à lui d'annoncer une telle décision autour de laquelle il n'y a pas eu consensus. Je pense aussi que le président du Nigeria, il a pris conscience un peu tard de la gravité de la situation et puis des conséquences gravissimes qui peuvent se dérouler au Nigeria même. N'oublions pas qu'entre le Nigeria et le Niger, il y a beaucoup d'affinités. C'est grâce le Niger a joué un rôle important dans la lutte contre le terrorisme qui ravageait le Nigeria, le Boko Haram, à mon avis. Et donc, de quelque angle que ce soit, je vois mal comment la CEDEAO pourrait intervenir. Elle n'a ni les moyens et ni la volonté commune. Donc, à mon avis, c'est un peu des fanfaronnades, de la gesticulation, et surtout que cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé en 2011 en Libye, quand le Conseil de sécurité a pris deux résolutions de 1970 et 1973 qui ne demandaient pas le changement de régime. Les puissances françaises, les puissances occidentales, atlantistes, c'est-à-dire la France, l'Angleterre et les États-Unis ont passé outre, ils sont intervenus avec les conséquences qu'on voit. Mais l'une des conséquences de cette intervention, c'est que cette expédition que Poutine, à l'époque, il était Premier ministre, avait qualifiée de croisade, de nouvelle croisade, avait réveillé la nouvelle guerre froide. Depuis ce jour-là, la Chine et la Russie refusent catégoriquement de laisser faire les puissances occidentales au Conseil de sécurité. Par exemple, à titre d'exemple, concernant la Syrie, la Chine a très peu utilisé son droit de veto. Pour la Syrie, elle l'a utilisé 10 fois pour empêcher un scénario à la libyenne. Voyez. Oui. Donc, à mon avis, c'est une impasse. On assiste à une impasse. La CEDEAO risque d'éclater, d'imploser. Donc, mon analyse, c'est qu'il n'y aura pas d'intervention militaire. Le seul scénario que je vois, c'est que il y a encore des forces qui sont pro-françaises et pro-américaines au Niger. Il y a beaucoup d'officiers qui ont été entraînés et formés aux États-Unis et en France. Ils peuvent commencer un contre-coup d'État et c'est déjà fait, ça commence déjà. Les États-Unis. Mais j'écarte ce scénario parce qu'il est très risqué, même pour les futurs candidats à un coup d'État. Très bien, Monsieur Majid Nama. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste peut-être 2 minutes à peu près. Je voulais conclure avec vous, Monsieur Qassimi Hassan. Alors, il y a quand même un nouvel élément qui est né le 8 août dernier, donc il y a 2 jours de cela. C'est la émergence de Rissa Abgoula, qui a créé ce mouvement de résistance, qui a appelé le Conseil de résistance pour la République, qui veut rétablir Bazoum. Alors, comment pourquoi ça intervient maintenant? Bien sûr, la France a démenti avoir fait une attaque contre la garde républicaine, mais en même temps, la ministre des Affaires étrangères se dit tout à fait prêt pour déployer des armes ou aider la CEDEAO. Ceci d'une part. Et puis, on parle également de certaines manœuvres françaises, justement, dans certains pays africains. Qu'est-ce qui se pointe à l'horizon? Mais brièvement, M. Qassimi, s'il vous plaît. Vous savez, je vais essayer de condenser tout ça en quelques mots. D'abord, oui. Alassane Ouattara a toujours agi en tant que supplétif
des forces extérieures françaises en Afrique. Donc c'est un homme qui est décrédibilisé de par son passé, de par son statut et de par sa duplicité. Maintenant, nous assistons à un scénario qui est assez dangereux. La France cherche par tous les moyens à dupliquer le scénario qu'elle a redéployé au nord du Mali, à savoir d'organiser la partition du nord du Niger. Et elle est en train d'actionner un peu tous ses relais. D'abord, le premier point, c'est d'avoir libéré 12 chefs terroristes et de les avoir acheminés vers la région de Tillabéri pour renforcer un peu le maquis terroriste pour s'attaquer aux nouvelles autorités nigériennes. Le deuxième point, c'est qu'elle a actionné un ancien rebelle qui a été recyclé d'abord comme Sou Youssoufou et Sou Bazoum comme ministre d'État. Vous devez savoir que le Rissa Agbola, en 2005, a été condamné à mort par la justice nigérienne pour avoir tué, assassiné un opposant. Il s'est enfui en France, puis il s'est mis sous la coupe et sous l'autorité et la protection des services spéciaux français. Et qui revient, bien sûr, qui est revenu, bien sûr, comme ministre d'État avec Youssoufou, avec Bazoum. Donc c'est le même rebelle qui revient et qui essaye de fédérer quelques tribus au nord du Niger pour essayer d'organiser une rébellion armée contre les nouvelles autorités. Donc vous voyez à peu près que tous les ingrédients d'une conflagration au niveau du Niger sont déjà réunis. En plus de cela, il faut ajouter que la France est en train d'acheminer des armes très très importantes au niveau du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau du Sénégal. Et vous devez savoir que c'est des armes qui vont arriver bientôt en Niger pour armer des groupes armés, pour les mettre à la disposition des groupes armés et des groupes terroristes. Et là, l'Algérie, je voudrais un peu souligner ce point, devrait prendre toutes les dispositions pour anticiper un peu la dégradation de la situation avec, au niveau des frontières nigériennes, de mobiliser tous les moyens pour faire face à tous les périls et tous les imprévus. Merci beaucoup, M. Qassemi. Merci beaucoup, M. Qassemi. Qui connaîtra une situation un peu inédite. Merci beaucoup, M. Qassemi. En tous les cas, je vous remercie pour toute cette analyse. Merci à mes invités, M. Majid Narma et M. Qassemi. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.